Maman a dit, le bébé de ta sœur sera parfait. C'est pour quand, ton tour? J'ai répondu que c'était déjà arrivé. La coupe de champagne dans la main de mon père captait la lumière de l'après-midi alors qu'il la levait bien haut. Ses yeux brillaient de larmes de joie tandis qu'il portait un toast au bébé à naître de ma sœur, Madison. Le problème n'était pas son émotion, ni même le magnifique discours sur le fait de devenir enfin grand-père. Le problème, c'était la petite fille de 7 mois dans mes bras, sa véritable première petite fille, Isabella, qu'il n'avait même jamais rencontrée. Je m'appelle Olivia Ortiz, j'ai 32 ans, et je me tiens dans le jardin parfaitement entretenu de ma sœur, dans la banlieue du Connecticut, à regarder mon père prononcer le discours de grand-père que j'avais rêvé d'entendre il y a 7 mois. Le même père qui m'a appris à faire du vélo, qui m'appelait sa petite princesse jusqu'à la naissance de Madison quand j'avais 5 ans, et qui, ensuite, a fait comme si je devenais invisible. Mon mari, Carlos, se tenait à côté de moi, la mâchoire si serrée que je craignais qu'il ne se casse une dent. Il avait été témoin de ce favoritisme pendant les 8 années que nous avions passées ensemble. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, notre fille était en train d'être effacée sous nos yeux. Madison, resplendissante dans sa robe de maternité de créateur qui coûtait plus que notre hypothèque mensuelle, n'arrêtait pas de me lancer de petits sourires en coin entre ses fausses larmes de joie. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Ce schéma n'était pas nouveau. Quand nous étions enfants, Madison a eu la voiture pour son 16e anniversaire, tandis que j'ai reçu une carte touchante sur l'importance d'apprendre la valeur du travail. Elle a eu ses études universitaires entièrement payées, tandis que j'ai contracté des prêts étudiants que je rembourse encore. Son mariage ressemblait à une scène de magazine de luxe, papa ayant dépensé $40 000, alors que Carlos et moi avions eu une cérémonie dans notre jardin avec un repas partage que papa avait qualifié de « charmant de modestie ». Mais cette fois, c'était différent. Il ne s'agissait pas d'argent ou de biens matériels. Il s'agissait de l'existence de ma fille. Papa s'échauffait vraiment dans son discours maintenant, parlant de combien de temps il avait attendu ce moment. Comment il avait collectionné des jouets et des livres pour son futur petit enfant. Comment Madison avait réalisé ses rêves. La foule d'environ 50 parents et amis buvait ses paroles, s'épongeant les yeux. Pendant ce temps, le mari de Madison, Derek, filmait tout pour leurs réseaux sociaux. Madison avait toujours été douée pour la mise en scène. Ce qui me faisait le plus mal, c'était la chambre de bébé qu'il décrivait d'avoir aménagée dans sa maison. La même chambre dont j'avais essayé de lui parler à la naissance d'Isabella. Mais bizarrement, il avait toujours été occupé quand j'appelais. Il avait toujours quelque chose d'urgent quand j'essayais de passer. Il promettait toujours que nous nous verrions bientôt. Maintenant, je comprenais pourquoi. Puis vint le moment qui a tout changé. Papa s'est tourné vers moi avec ce sourire condescendant que je connaissais si bien et a prononcé ces mots qui allaient hanter nos réunions de famille pour les années à venir. Il a levé son verre vers moi et a demandé, assez fort pour que tout le monde entende, quand ce serait mon tour de faire de lui un grand-père. Le jardin est devenu silencieux. Même les oiseaux semblaient avoir cessé de chanter. La main de Carlos a trouvé la mienne et l'a serrée. Isabella, béni soit son timing, a choisi ce moment pour faire un bruit de paix particulièrement sonore avec sa bouche, projetant de la purée de carottes sur ma robe. Un rire nerveux a parcouru la foule. J'aurais pu me taire. L'ancienne Olivia aurait simplement souri et esquivé, peut-être en faisant une blague sur « un jour » ou « bientôt ». Mais en tenant ma fille, en sentant ses petits doigts enroulés autour de mon pouce, quelque chose en moi a finalement craqué. 32 ans à être la bonne fille, la sœur compréhensive, celle qui ne faisait jamais de vagues, tout cela s'est effondré. Ma voix est sortie, calme et claire, portant à travers le jardin avec une force que je ne me connaissais pas. Je lui ai dit que mon tour était arrivé il y a 7 mois, à la naissance d'Isabella. Qu'il avait été invité à l'hôpital, à sa fête de bienvenue, à son baptême, et que sa fille préférée avait jeté chaque invitation à la poubelle. Le visage de Madison a subi une transformation que son botox ne parvenait pas tout à fait à dissimuler. Le sourire en coin a disparu, remplacé par une innocence aux yeux écarquillés qu'elle avait perfectionnée au fil des années de pratique. Mais j'ai vu l'éclair de panique dans ses yeux. Elle ne s'attendait pas à ce que je parle. Pas ici, pas maintenant, pas devant tout le monde.
La coupe de champagne de papa a basculé, renversant le liquide doré sur ses chaussures de ville. Son visage est passé de la confusion à l'incrédulité, puis à quelque chose qui ressemblait à un début de compréhension. Mais Madison était déjà en mouvement, déjà en train de parler, déjà en train de tisser sa version des faits avec cette langue bien pendue qu'il avait tirée de toutes les conséquences auxquelles elle avait jamais été confrontée. Elle m'a traité de dramatique, a dit que j'inventais des choses pour attirer l'attention, que je n'avais jamais envoyé d'invitation. Les halètements de la foule ont nourri sa performance. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais finalement commencé à garder des preuves. Et ce n'était même pas la pire chose qu'elle lui avait cachée. 10 mois avant ce toast désastreux, alors que j'étais enceinte de 3 mois, j'avais annoncé ma grossesse à Madison. Nous déjeunions dans son restaurant de salade hors de prix préféré, celui où elle insistait toujours pour qu'on se retrouve parce qu'elle savait que je ne pouvais pas vraiment me le permettre, mais que je ne l'admettrais jamais. J'étais nerveuse mais excitée, posant ma main sur mon ventre encore plat en lui annonçant que Carlos et moi attendions un enfant. Sa réaction avait semblé parfaite sur le moment. Elle a poussé un cri de joie, m'a serré dans ses bras, a même pleuré un peu. Elle s'est immédiatement portée volontaire pour l'annoncer à papa, disant qu'elle savait exactement comment rendre ce moment spécial pour lui. J'aurais dû me méfier. Madison n'a jamais rien fait qui ne profite pas à Madison. Les semaines qui ont suivi ont été remplies d'absences étranges. Les dîners de famille avaient lieu sans moi. Toujours quand j'étais censée avoir des conflits de travail que je ne me souvenais pas avoir mentionnés. La célébration de l'anniversaire de papa a changé de date sans que personne ne me le dise avant que ce soit passé. Les brunchs du dimanche à son country club sont devenus des affaires réservées à Madison parce que, selon elle, j'avais dit que j'étais trop fatiguée par la grossesse. Ce qui s'est réellement passé était une leçon magistrale de manipulation. Madison a dit à nos proches que je traversais une phase difficile, que la grossesse me rendait antisociale, que j'avais demandé de l'espace. Elle s'est peinte comme la sœur inquiète, essayant désespérément de m'inclure tout en respectant mes souhaits de distance. Notre tante Hélène m'a dit plus tard que Madison baissait la voix d'un air conspirateur et mentionnait à quel point elle s'inquiétait pour mon état mental. La planification de la baby shower a commencé quand j'étais enceinte de 5 mois. Madison a insisté pour tout organiser, disant que c'était son cadeau pour moi. Elle a créé un tableau Pinterest, un chat de groupe pour la planification, et même une feuille de calcul pour les réponses aux invitations. Tout semblait parfait en surface. Elle m'envoyait des captures d'écran de ses discussions sur les dates avec la famille de papa, montrant à quel point elle impliquait tout le monde. Mais les réponses n'arrivaient jamais. Papa était toujours soudainement occupé aux dates proposées. Nos oncles avaient des voyages d'affaires de dernière minute. Les cousins avaient les récitals de leurs enfants. La fête était sans cesse reportée, reprogrammée, réorganisée. Madison soupirait dramatiquement et promettait de tout arranger, toujours avec ce jeu de la sœur inquiète qui aurait dû lui valoir un Oscar. Carlos a été le premier à remarquer des choses. Il a toujours été plus observateur que moi, moins enclin à accorder à ma famille le bénéfice du doute. Il a souligné comment les rendez-vous de Botox de Madison coïncidaient mystérieusement avec chaque tentative d'inclure papa dans les nouvelles de la grossesse. Comment ces réunions de travail d'urgence avaient toujours lieu juste au moment où nous devions passer chez papa. Comment son téléphone était toujours opportunément sans batterie quand papa essayait de me joindre par son intermédiaire. Avant de continuer, j'apprécierais que vous cliquiez sur le bouton « J'aime » et que vous me disiez dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Votre soutien compte énormément pour cette chaîne. Merci. Puis il y a eu l'affaire du testament de grand-mère Rose. Notre grand-mère était décédée 2 ans plus tôt, laissant sa vaste collection de bijoux vintage à la première petite fille qui aurait une fille. C'était une stipulation démodée qui nous avait fait lever les yeux au ciel à l'époque. Mais Madison avait convaincu papa de la laisser garder la collection en lieu sûr chez elle, affirmant que je lui avais dit que je n'étais pas intéressée par les vieilles reliques familiales, que je les avais qualifiées de démodées et poussiéreuses. Une fois Isabella née et l'héritage techniquement mien, Madison vendait déjà des pièces depuis des mois. Les recettes étaient un autre problème. Grand-mère Rose avait dirigé une entreprise de traiteurs prospères pendant 40 ans, et ses recettes secrètes étaient légendaires dans notre ville du Connecticut. Elle nous les avait laissées à Madison et à moi, s'attendant à ce que nous les partagions et relancions peut-être l'entreprise ensemble. Au lieu de cela,
Madison a lancé un blog culinaire appelé Madison's Modern Kitchen, où elle publiait ces mêmes recettes, prétendant les avoir développées après des années d'expérimentation. Le plus drôle, c'est que Madison ne savait absolument pas cuisiner. Je veux dire, cette femme a un jour brûlé de l'eau en essayant de faire des pâtes. Alors, quand elle a tenté de faire le célèbre gâteau au chocolat à 7 couches de grand-mère pour une diffusion en direct, il s'est effondré comme un glissement de terrain chocolaté devant la caméra. La vidéo est devenue virale, mais pas de la manière qu'elle espérait. Quelqu'un avait commenté que ça ressemblait à une coulée de boue sur un chantier, et c'est devenu le commentaire le plus populaire avec 12 000 j'aime. Tout aurait pu continuer ainsi indéfiniment si je n'étais pas passée chez Madison à l'improviste un jour, quand Isabella avait 6 semaines. Je passais en voiture après un rendez-vous chez le pédiatre et j'ai pensé tenter une fois de plus de combler le fossé. Madison n'était pas là, mais sa femme de ménage, Maria, m'a laissé entrer pour attendre. Maria m'avait toujours préférée, probablement parce que je connaissais réellement le nom de ses enfants. En attendant, j'ai remarqué que la poubelle de Madison débordait dans son bureau. Étant la sœur serviable que j'avais toujours essayé d'être, je suis allée la tasser. C'est là que je l'ai vue. Juste au-dessus, à peine froissée, se trouvait l'invitation à la fête de bienvenue d'Isabella. Celle que j'avais remise en main propre à Madison pour la donner à papa. Celle avec les petites empreintes de pieds roses et la photo du visage parfait d'Isabella. Mais il n'y avait pas qu'une seule invitation. En retirant celle-ci, j'en ai trouvé une autre en dessous, puis une autre. Le faire-part de naissance, l'invitation au baptême, les photos professionnelles que j'avais envoyées pour le bureau de papa. Elles étaient toutes là, jetées comme des ordures, certaines encore dans leurs enveloppes non ouvertes. Mes mains tremblaient tandis que je sortais mon téléphone pour tout documenter. Ce n'était pas de la négligence ou de l'oubli. C'était un effacement délibéré et calculé de ma fille de la vie de mon père. La découverte des bijoux s'est faite par accident. Derek, le mari de Madison, avait innocemment mentionné lors d'un barbecue familial que c'était bien que Madison vende de vieux bijoux pour aider à financer leur chambre de bébé. Il m'a montré des photos sur son téléphone des pièces qu'elle avait mises en ligne, me demandant si je pensais que les prix étaient justes. Mon sang s'est glacé quand j'ai reconnu la bague de fiançailles art déco de grand-mère Rose. Celle qui valait 30 000 $, listée à 3 000 $ sur un site de revente. La collection était techniquement censée me revenir à la naissance d'Isabella. 23 pièces de joaillerie vintage et antique collectionnées au cours de la vie de grand-mère. Chacune avec une histoire, chacune avec une signification. Mais Madison avait convaincu papa des années plus tôt de la laisser les garder en lieu sûr après le décès de grand-mère, affirmant qu'elle avait une meilleure sécurité chez elle. La broche en émeraude de 1923 que grand-père avait achetée après sa première affaire réussie. Le collier de perles de leur 25e anniversaire. Le bracelet tennis en diamant qu'elle portait au mariage de mes parents. Madison les vendait une par une, bien avant qu'Isabella ne déclenche l'héritage réel. Ce qui m'a vraiment brûlé, c'est de découvrir qu'elle avait dit à papa que j'avais déclaré ne rien vouloir de tout cela. Que les femmes modernes ne portaient pas de bijoux vintage. Moi, qui avais passé chaque dimanche de mon enfance assise à la coiffeuse de grand-mère, tenant délicatement chaque pièce pendant qu'elle me racontait son histoire. Moi, qui avais écrit ma thèse universitaire sur l'histoire du design de bijoux art déco. Madison savait exactement à quel point ces pièces comptaient pour moi, ce qui explique probablement pourquoi détruire mon lien avec elle lui procurait une telle satisfaction. La situation de l'entreprise de traiteur était tout aussi calculée. Après le décès de grand-mère, plusieurs restaurants locaux s'étaient montrés intéressés par l'achat de ces recettes. Nous étions censés décider ensemble, mais Madison leur a dit que j'étais trop occupée par mon travail en entreprise pour me soucier d'une petite affaire familiale. Elle a vendu 5 recettes à une chaîne de restaurants pour une fraction de leur valeur, puis a utilisé le reste pour son blog, ajoutant l'insulte à l'injure en modifiant à peine les noms. Mais le blog lui-même était une comédie d'erreurs. Madison avait peut-être les recettes de grand-mère, mais elle n'avait aucune de sa technique. Le tristement célèbre gâteau coulé de boue n'était que le début. Sa tentative de faire les délicats macarons de grand-mère ressemblait à des palets de hockey colorés. La soupe à l'oignon a mystérieusement pris feu. Le bœuf Wellington est sorti ressemblant à quelque chose d'une scène de crime. Ses abonnés ont commencé à se connecter juste pour regarder les désastres se produire.
Si vous appréciez cette histoire et que vous voulez savoir comment tout s'est effondré pour Madison, s'il vous plaît, prenez juste une seconde pour vous abonner à la chaîne et cliquez sur le bouton j'aime. Votre soutien m'aide vraiment à continuer de partager ces histoires et il compte plus que vous ne l'imaginez. Le cousin de Carlos, Miguel, un ingénieur logiciel avec trop de temps libre, a proposé de faire quelques recherches numériques. Ce qu'il a trouvé était une mine d'or de tromperie. Des emails supprimés où Madison disait explicitement aux membres de la famille que je ne voulais pas d'eux à ma baby shower. Des messages à mon patron pendant ma grossesse suggérant que j'avais mentionné vouloir démissionner après l'arrivée du bébé. Même un faux compte Instagram qu'elle avait créé en se faisant passer pour moi, publiant sur à quel point j'étais épuisée et dépassée, que j'avais besoin d'espace par rapport à la famille. La promotion que j'avais perdue a soudain pris tout son sens. J'étais pressentie pour un poste de cadre supérieur, un poste pour lequel j'avais travaillé pendant 5 ans. Mais mystérieusement, des inquiétudes ont surgi quant à mon niveau d'engagement juste après que j'ai annoncé ma grossesse à Madison. Mon patron avait reçu une information anonyme selon laquelle je prévoyais d'être mère au foyer. La façon de taper dans l'email que Miguel a récupéré correspondait parfaitement aux autres messages de Madison, jusqu'à son étrange habitude d'utiliser des points de suspension au lieu de points. Elle m'avait même volé des contrats de traiteur. J'avais commencé à accepter de petits contrats le week-end en utilisant les recettes de grand-mère, avec sa permission, avant son décès. Madison a cassé mes prix de 40%, disant aux clients que je l'avais recommandé parce que j'étais trop occupée. 3 contrats de mariage, 2 événements d'entreprise et une année de dîner mensuel. Probablement $50 000 de revenus perdus alors que je luttais avec les prêts étudiants et les dépenses liées au bébé. Le dossier de preuve que Carlos et moi avons compilé s'épaississait de jour en jour. Capture d'écran, email, enregistrement de caméra de sonnette montrant Madison prenant le courrier dans notre boîte aux lettres. Notre voisine, Madame Patterson, bénie soit sa nature fouineuse, avait tout documenté parce qu'elle pensait que Madison avait une liaison avec notre facteur. Elle a été déçue d'apprendre qu'il ne s'agissait que de vol, mais heureuse de partager ses nombreuses images de surveillance. Le tournant est survenu lorsque Madison m'a accidentellement envoyé un SMS destiné à sa meilleure amie, Britney. Il disait « Olivia est encore là avec ce bébé », agissant comme si quelqu'un s'en souciait. Papa ne saura même pas qu'elle existe avant que mon gamin ait au moins 5 ans. Je m'en suis assurée. Elle a essayé de le supprimer, a envoyé 17 textos pour tenter d'expliquer que cela concernait quelqu'un d'autre, a même prétendu que son téléphone avait été piraté, mais j'avais la capture d'écran, et elle est devenue le joyau de ma collection de preuves. La partie la plus drôle était de voir la paranoïa croissante de Madison. Elle a commencé à vérifier ses poubelles avant de les sortir, à installer des caméras pour voir qui venait à sa porte, et a même engagé quelqu'un pour vérifier si son téléphone était sur écoute. La femme qui avait passé des années à orchestrer mon isolement regardait soudainement par-dessus son épaule à chaque instant. Le stress affectait aussi son apparence. Ses rendez-vous de botox ont augmenté, ses cheveux ont commencé à s'éclaircir, et elle a développé un tic nerveux à l'œil qu'aucun anti-cerne ne pouvait cacher. Pendant ce temps, Isabella a dit son premier mot. Ce n'était ni « maman » ni « papa ». C'était « Pop Pop », le nom que je lui apprenais pour le grand-père qu'elle n'avait jamais rencontré. Je l'avais en vidéo. Ce moment parfait de ma fille appelant un grand-père qui ne savait pas qu'elle existait. Cela m'a brisé le cœur et a renforcé ma détermination à parts égales. La découverte du chat de groupe familial s'est produite lors de la première fièvre d'Isabella. J'étais épuisée, effrayée, et j'essayais désespérément de joindre papa pour lui demander conseil, car il avait toujours été calme dans les situations médicales. Madison m'a dit qu'il était à son chalet sans réseau, sauf que Derek a accidentellement laissé échapper qu'il venait de s'échanger des textos dans le chat de groupe familial à propos des plans pour le week-end suivant. C'est là que j'ai appris l'existence de « Famille pour toujours », un chat de groupe de 47 membres actifs depuis 2 ans. 2 ans de messages quotidiens, de photos, de plans et de conversations dont je n'avais jamais fait partie. Carlos m'a aidé à y accéder par l'intermédiaire de sa tante, qui avait épousé un membre de la famille. Ce que j'ai trouvé était à la fois déchirant et exaspérant. Il y avait plus de 200 messages sur le parcours de grossesse de Madison, des photos d'échographie, la planification de la chambre de bébé, des discussions sur les prénoms, et même un pari sur la date de l'accouchement.
Pendant ces mêmes mois, j'étais réellement enceinte, traversant réellement tout ce dont il discutait théoriquement. Pendant qu'il débattait pour savoir si Madison aurait des nausées matinales, je vomissais tous les matins, seule. Pendant qu'il planifiait sa baby shower, la mienne était mystérieusement reportée. Papa avait posé des questions sur moi exactement 3 fois en 2 ans de messages. Chaque fois, Madison répondait rapidement, j'étais occupée par le travail, je traversais une période personnelle difficile, j'avais demandé de l'espace, je préférais garder mes distances. La famille avait créé tout un récit sur moi, me dépeignant comme froide, obsédée par ma carrière et déconnectée. Mon oncle Tony avait même écrit qu'il était fier de Madison d'essayer si fort avec sa sœur difficile. Le sabotage de ma promotion allait plus loin qu'un simple email. Madison avait mené une véritable campagne sur 6 mois. Elle s'était liée d'amitié avec quelqu'un du service des ressources humaines de mon entreprise grâce à un cours de yoga. Elle s'était portée volontaire pour aider à la vente aux enchères caritatives de notre entreprise, ce qui lui a permis de rencontrer la direction. Tout cela lui a permis de semer le doute sur mon engagement tout en paraissant être la sœur solidaire. Elle a dit à mon patron qu'elle s'inquiétait pour moi, que je lui avais confié que je me sentais dépassée, que j'avais mentionné que la promotion était peut-être trop lourde avec un bébé à venir. Elle a fait tout cela avec ce parfait sourire de Madison, celui qui donnait aux gens envie de la protéger, de prendre son parti. Mon patron pensait être utile en suggérant que je devrais peut-être reconsidérer le moment de prendre plus de responsabilités. Le sabotage de l'entreprise de traiteur était tout aussi méthodique. Elle avait créé des cartes de visite d'aspect professionnel avec son nom et les recettes de grand-mère. Elle assistait aux mêmes événements de réseautage que moi, mais 1 heure plus tôt, se présentant à tous mes clients potentiels. Elle a même engagé un photographe professionnel pour prendre des photos de plats qu'elle n'avait pas cuisinés, les utilisant pour créer un portfolio qui semblait plus professionnel que mes photos maison de plats que j'avais réellement préparés. Mais la technologie était la faiblesse de Madison, et elle est devenue sa chute. Elle ne comprenait pas que les emails supprimés n'étaient pas vraiment partis. Elle ne savait pas que l'adresse IP de son faux compte Instagram pouvait être tracée. Elle n'avait aucune idée que les voitures modernes suivent les données de localisation, prouvant qu'elle était à ma boîte aux lettres lorsque le courrier a disparu. Chaque empreinte numérique qu'elle a laissée est devenue une autre preuve dans notre dossier grandissant. Miguel a trouvé autre chose d'intéressant. Madison avait fait des recherches sur les droits des grands-parents dans le Connecticut, en particulier pour savoir si les grands-parents pouvaient obtenir un droit de visite s'ils n'avaient jamais rencontré l'enfant. Elle avait également cherché à savoir si les faire-part de naissance étaient légalement obligatoires. Elle essayait de déterminer combien de temps elle pourrait cacher Isabella à papa avant que cela ne devienne juridiquement problématique. La réponse, c'est-il avéré, était indéfiniment, tant que personne ne lui disait la vérité. Le premier mot d'Isabella en vidéo est devenu plus qu'un simple moment déchirant. C'est devenu la preuve de ce que Madison avait volé à mon père. La relation avec sa première petite fille, 7 mois de première fois, de moments qui ne pourraient jamais être rattrapés. Quand j'ai montré la vidéo à la mère de Carlos, elle a pleuré. Quand je l'ai montré à ma thérapeute, elle a pleuré. Quand je l'ai accidentellement montré au caissier de l'épicerie en cherchant un coupon sur mon téléphone, il a pleuré aussi. Les images de surveillance de notre voisine ont révélé que les visites de Madison se produisaient comme une horloge. Tous les mardis et jeudis, quand Carlos et moi étions au travail, elle remontait notre allée, prenait le courrier, le triait dans sa voiture et repartait avec tout ce qui semblait important. Les factures passaient. Les prospectus passaient. Mais tout ce qui était personnel disparaissait. Les cartes d'anniversaire de la famille. Les cartes d'assurance d'Isabella. Même sa carte de sécurité sociale a dû être commandée à nouveau. Puis est arrivé le SMS accidentel qui a changé notre stratégie. Madison me l'a envoyé au lieu de Britney, encore une fois. Cette fois, elle se plaignait de devoir maintenir tant de mensonges, de l'épuisement de devoir se souvenir de ce qu'elle avait dit à qui. Elle a réellement utilisé le mot « épuisant » pour décrire la destruction de ma relation avec notre père. C'est là que j'ai su que la fête de bébé était notre moment. Elle était fatiguée, devenait négligente, et sa grossesse la faisait se sentir invincible. Carlos et moi avons passé des heures à planifier notre approche. Nous ne pouvions pas tout déballer d'un coup.
Il fallait que ce soit chirurgical, précis, chaque révélation s'appuyant sur la précédente jusqu'à ce que le tableau complet émerge. Nous avions besoin de témoins, beaucoup de témoins. Nous avions besoin que papa comprenne non seulement ce qui s'était passé, mais pourquoi et comment. Nous avions besoin que Madison n'ait nulle part où fuir, aucune histoire à raconter, aucun moyen de se faire passer pour la victime. Le plan était parfait, ou du moins c'est ce que nous pensions. Ce que nous n'avions pas prévu, c'était à quel point les préparatifs de Madison étaient profonds, ni qu'elle avait prévu sa propre révélation à la fête. La collision de nos deux plans créerait une scène dont notre famille parlerait pendant des générations, bien que pas tout à fait de la manière que l'on attendait. La décision de tout révéler à la baby shower de Madison n'a pas été prise à la légère. Carlos et moi avons passé 3 semaines à nous préparer, traitant cela comme une opération militaire. Nous l'avons appelée « Opération Justice pour Isabella », ce que Carlos trouvait trop dramatique jusqu'à ce que je lui rappelle que Madison avait littéralement effacé notre fille de l'existence dans le monde de notre père. Après cela, il a suggéré que nous devrions faire des t-shirts assortis. Notre premier allié est arrivé de manière inattendue. Ma cousine Patricia m'a appelé un soir en pleurant, ivre de vin et de 30 ans de ressentiment. Madison lui avait apparemment fait des coups similaires tout au long de leur enfance, aboutissant à la disparition mystérieuse des photos de mariage de Patricia des albums de famille, remplacées par les photos de concours de beauté de Madison. Patricia était partante, amenant avec elle l'oncle Tony, qui avait commencé à remarquer des incohérences dans les histoires de Madison à mon sujet. La chronologie photo a pris 2 jours entiers à créer. Chaque photo de ma grossesse, de la première échographie au premier sourire d'Isabella, imprimée en haute qualité et arrangée chronologiquement, chacune légendée avec des dates et des détails impossibles à falsifier. Le clou du spectacle était que beaucoup d'entre elles incluaient des horodatages d'équipements hospitaliers et de dossiers médicaux que Madison ne pouvait pas prétendre être des montages. La famille de Carlos est devenue notre arme secrète. Sa mère, une parajuriste à la retraite, nous a aidés à organiser les preuves comme une affaire judiciaire. Sa sœur, Rosa, une gestionnaire de médias sociaux, a créé une présentation numérique qui pouvait être affichée sur n'importe quel téléphone ou tablette. Son frère, Marco, qui travaillait dans la sécurité, nous a aidés à récupérer et à authentifier toutes les images de surveillance. La famille Ortiz m'avait complètement adopté, et ils étaient furieux de ce que Madison avait fait. La compilation vidéo était la plus difficile à regarder. Des images de la sonnette de Madison volant le courrier, une vidéo de sécurité la montrant prenant les invitations que je lui avais demandé de livrer, même un clip de sa propre story Instagram où elle avait accidentellement filmé le bracelet d'hôpital de la naissance d'Isabella dans sa poubelle. Miguel avait tout amélioré, ajouté des horodatages, rendu cela indéniable. C'était 23 minutes de pure tromperie, capturées en haute définition. Nous avons trouvé 12 pièces des bijoux de grand-mère Rose listées sur divers sites de revente. Miguel a créé une feuille de calcul suivant chaque pièce, sa valeur réelle par rapport au prix de vente de Madison, et des captures d'écran de papa disant aux gens que je n'en voulais pas. La valeur totale qu'elle avait vendue ou tenté de vendre s'élevait à 93 000 $. Cela n'incluait pas les pièces qu'elle avait gardées pour elle, les portant à des événements familiaux tout en racontant à tout le monde qu'elle les avait achetées avec les revenus de son blog. Les recettes volées ont été documentées méticuleusement. Nous avions les fiches originales manuscrites de grand-mère, des photos d'elle en possession de Madison provenant de ses propres réseaux sociaux, et des comparaisons côte à côte avec ses articles de blog. La meilleure partie était une vidéo que grand-mère avait faite 2 ans avant sa mort, déclarant explicitement que les recettes étaient pour ses 2 petites filles, à partager équitablement. Madison ne savait pas que cette vidéo existait. Personne ne le savait jusqu'à ce que je la trouve sur une vieille tablette dans les affaires de grand-mère que papa m'avait demandé de trier. Les répétitions étaient essentielles. Patricia jouait le rôle de Madison, essayant toutes les déviations et excuses possibles que nous pouvions imaginer. L'oncle Tony jouait papa, passant par des cycles d'incrédulité, de colère et de déception. Nous avons répété jusqu'à ce que notre présentation soit à toute épreuve, jusqu'à ce que chaque objection possible ait une réponse, que chaque échappatoire potentiel soit bloqué. C'était épuisant. Mais Isabella ne méritait rien de moins qu'une justification complète. La robe de baptême était notre arme secrète.
La propre robe de baptême de grand-mère rose de 1935. De la dentelle irlandaise faite à la main, transmise sur 4 générations. Madison avait dit à papa qu'elle avait été perdue dans une inondation qui n'avait jamais eu lieu. Mais je l'avais eu tout ce temps, soigneusement conservée, en attente pour ma fille. Isabella la porterait à la fête, un rappel visuel de l'héritage que Madison avait essayé de voler. La cousine de Carlos, Rosa, a créé un plan de secours. Si Madison parvenait d'une manière ou d'une autre à retourner la situation, ou si papa ne nous croyait pas, nous passerions à l'option nucléaire. Tout serait publié en ligne. Chaque preuve, chaque capture d'écran, chaque vidéo. Madison vivait pour sa réputation en ligne. La menace d'une exposition totale serait notre police d'assurance. Nous n'aurions même pas à le mentionner. Le simple fait de savoir que nous avions cette option nous donnait confiance. L'humour dans notre planification est venu d'endroits inattendus. Marco a suggéré d'engager un groupe de mariachi pour jouer après la révélation, plaisantant en disant que rien ne dit mieux, tu as été démasqué, que des trompettes soudaines. Rosa voulait créer une carte de bingo pour que les membres de la famille cochent les excuses prévues de Madison. Patricia en a effectivement fait une avec des cases comme « Je protégeais tout le monde »,« Olivia exagère » et « Ce sont les hormones ». Elle les a distribuées discrètement aux membres de la famille de confiance. 3 nuits avant la fête, je ne pouvais pas dormir. Isabella faisait ses dents. Carlos mangeait son stress en vidant tout notre garde-manger, et je n'arrêtais pas de tout remettre en question. Et si ça se retournait contre nous? Et si papa choisissait quand même Madison? Et si détruire l'image de Madison détruisait toute notre famille? Mais ensuite, j'ai regardé Isabella, cette petite personne parfaite qui méritait de connaître son grand-père, et j'ai su que nous n'avions pas le choix. Le matin de la fête est arrivé, gris et humide, comme si l'univers préparait le terrain pour le drame. Madison m'avait envoyé 3 SMS pour s'assurer que je venais. Chaque message dégoulinait d'une fausse douceur. Elle me voulait là pour voir papa s'extasier sur sa grossesse tout en ignorant mon enfant réel. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que 47 autres personnes venaient spécifiquement pour soutenir Isabella et moi, toutes secrètement informées par les appels nocturnes de Patricia. La fête était typique des affaires grandioses de Madison. Du rose et de l'or partout. Un bar à bonbons qui coûtait plus que l'épicerie mensuelle de la plupart des gens, un photographe professionnel, et même un vidéaste pour capturer ce qu'elle pensait être sa journée parfaite. L'ironie de l'embauche de quelqu'un pour documenter sa propre chute ne m'a pas échappé. Carlos a chuchoté que nous devrions en demander une copie plus tard. Quand papa a demandé quand ce serait mon tour et que j'ai prononcé cette phrase répétée sur les 7 mois passés, le silence était assourdissant. Le rire de Madison, aigu et forcé, a tenté de briser la tension. Elle a même dit que je faisais une blague, que tout le monde savait que j'étais sans enfant par choix, concentrée sur ma carrière. C'est à ce moment-là qu'Isabella, ma fille parfaite au timing impeccable, a tendu la main et a attrapé la cravate de papa, le regardant droit dans les yeux, et a dit aussi clairement que possible, « Pop pop ». Le visage de papa a subi une transformation que je n'oublierai jamais. Confusion, reconnaissance, réalisation, puis quelque chose qui ressemblait à une douleur physique. Il a tendu instinctivement la main vers Isabella, puis l'a retirée, regardant Madison pour une explication. Elle parlait déjà, tournait déjà l'histoire, disant que j'avais évidemment coaché le bébé, que c'était une mauvaise blague, que j'essayais de ruiner sa journée spéciale avec des mensonges. C'est là que Patricia s'est avancée avec l'album photo. Pas de manière dramatique, elle s'est juste approchée et l'a placé dans les mains de papa, en disant qu'elle pensait qu'il voudrait peut-être voir ce qu'il avait manqué. La première photo était de l'hôpital. Moi, tenant Isabella quelques minutes après sa naissance. Le tableau blanc derrière nous montrait clairement la date et l'heure. Il y a 7 mois et 3 jours. Pendant que papa la regardait, l'oncle Tony a affiché la présentation numérique sur la télévision extérieure que Madison avait louée pour la fête. La vidéo a commencé à jouer automatiquement. La voix de Madison, claire comme le jour, provenant d'une caméra de sonnette. Papa n'a pas besoin de savoir pour le bébé d'Olivia pour l'instant. Laisse-moi avoir ça d'abord. La foule a halté. Madison a essayé d'attraper la télécommande, mais Marco l'avait déjà désactivée.
La vidéo a continué, la montrant en train de prendre le courrier, de jeter les invitations, de dire à la famille que j'étais instable. Ses propres mots, sa propre voix, son propre visage, clairement visible dans chaque image. Derek, le mari de Madison, était figé, la bouche ouverte, regardant alternativement l'écran et sa femme comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant, ce qui, d'une certaine manière, était vrai. Madison avait pris soin de le tenir à l'écart de la plupart de ses manigances, sachant probablement que sa gentillesse authentique aurait été un handicap. Lorsque la feuille de calcul des bijoux est apparue à l'écran, montrant des pièces qu'il pensait que Madison avait légitimement héritées, il s'est assis lourdement sur une botte de foin décorative. Madison a tout essayé dans son arsenal. Elle a pleuré, mais le botox a rendu cela peu sincère. Elle a prétendu que les vidéos étaient des deepfakes, mais Miguel avait inclus des certificats d'authentification. Elle a dit que je l'avais volé en premier, mais n'a pas pu préciser quoi. Elle a même essayé de s'évanouir, mais la fille adolescente de Patricia a dit à voix haute, « Oh mon Dieu, elle fait le truc de TikTok », et tout le monde a réalisé que c'était faux. Les yeux de Madison se sont rouverts de frustration, se trahissant complètement. Papa n'avait pas dit un mot. Il regardait toujours l'album, les mains tremblantes. Quand il est arrivé à l'image fixe du premier mot d'Isabella, avec la légende expliquant ce qu'elle disait, il a fait un son que je ne lui avais jamais entendu faire. Quelque chose entre un sanglot et un rugissement. Il a regardé Madison avec une expression qui a fait reculer tout le monde, puis moi avec une telle dévastation que j'ai presque eu pitié de lui. Presque. La révélation du blog culinaire est venue ensuite. La vidéo de grand-mère a joué à l'écran, sa voix chaleureuse remplissant le jardin alors qu'elle expliquait comment elle voulait que ses deux petites filles partagent ses recettes, pour peut-être relancer l'entreprise ensemble, pour perpétuer son héritage avec amour. Puis la comparaison côte à côte de Miguel a montré les articles de blog de Madison, mot pour mot volés, jusqu'aux petites notes de grand-mère sur l'ajustement pour l'altitude ou l'humidité. Quelqu'un dans la foule, je crois que c'était l'une des amies blogueuses de Madison, a ri lorsque la vidéo du désastre du gâteau coulé de boue a été diffusée, puis s'est reprise et a essayé d'avoir l'air sérieuse, mais le mal était fait. D'autres ont commencé à ricaner aussi, se souvenant de tous les échecs culinaires de Madison alors qu'elle prétendait développer ses recettes elle-même. La femme qui ne pouvait pas faire de macaroni au fromage en boîte prétendait être un génie culinaire avec des recettes volées qu'elle ne pouvait même pas exécuter. La dernière tentative de Madison pour reprendre le contrôle a été d'annoncer qu'elle était en train d'accoucher. Soudain, elle s'est agrippée le ventre de manière dramatique. Mais tante Hélène, qui avait été infirmière en obstétrique pendant 30 ans, s'est approchée, l'a regardée et a annoncé à tout le monde que Madison n'était enceinte que de 7 mois et ne montrait aucun signe de détresse, à part l'embarras. Elle a suggéré que Madison ferait mieux de s'asseoir et d'arrêter d'empirer les choses pour elle-même. C'est là que papa a finalement parlé. Sa voix était calme, contrôlée et absolument terrifiante. Il a posé une simple question à Madison, « Pourquoi ?» La réponse de Madison à la question de papa a tout révélé sur qui elle était vraiment. Elle a dit que j'avais toujours été sa préférée avant sa naissance. Que j'avais eu 5 ans à être la seule, que ce n'était pas juste. Elle se tenait là, prise dans 47 mensonges, et essayait de se faire passer pour la victime. Elle a dit que j'étais plus jolie, plus intelligente, que grand-mère m'aimait plus, que tout était facile pour moi alors qu'elle devait se battre pour attirer l'attention. La réaction de la foule a été viscérale. Ces gens m'avaient vu travailler 3 emplois pour payer mes études pendant que Madison avait tout gratuitement. Ils m'avaient vu soigner grand-mère pendant ces derniers mois alors que Madison était trop occupée avec ses fêtes d'influenceuse. Ils connaissaient la vérité. Et la tentative de Madison de réécrire l'histoire tombait dans l'oreille d'un sourd. Quelqu'un a même dit, assez fort pour que tout le monde entende, « Tu es sérieuse, là ?» Derek a retrouvé sa voix et a posé des questions sur les bijoux. Madison a essayé de dire qu'elle les gardait pour leur bébé, mais Rosa avait déjà sorti les annonces en ligne sur son téléphone, les montrant à Derek. Les dates prouvaient que Madison les vendait bien avant même d'être enceinte. Le visage de Derek est passé de la confusion à la blessure, puis à la colère en environ 3 secondes. Il lui a demandé sur quoi d'autre elle avait menti, et le silence de Madison était assourdissant. Les clients du service traiteur ont commencé à se manifester. 3 étaient à la fête, invités par Madison pour le réseautage.
Ils voulaient tous savoir si les recettes étaient vraiment volées. Quand ils ont appris la vérité, l'un a immédiatement appelé son avocat. Un autre a annoncé qu'il annulait son contrat avec effet immédiat. La troisième, une femme qui avait été amie avec grand-mère Rose, s'est mise à pleurer et à s'excuser auprès de moi de ne pas avoir su. Papa s'est approché de moi lentement, comme s'il avait peur que je m'enfuie. Il a demandé à tenir Isabella. Et quand je l'ai placée dans ses bras, elle a immédiatement attrapé son nez et a gloussé. Il s'est complètement effondré. Cet ancien marine de 1m88, sanglotant en tenant sa petite fille pour la première fois. Il a murmuré des excuses dans ses cheveux, a promis de rattraper le temps perdu, lui a parlé de toutes les choses qu'ils feraient ensemble. Le photographe, béni soit son professionnalisme, a capturé chaque seconde. Les amis de Madison ont commencé à partir, rassemblant simplement leurs affaires et s'en allant. Ses abonnés de blog de maman diffusaient tout en direct, et les commentaires étaient brutaux. Quelqu'un avait déjà créé un hashtag, effondrement de Madison. Son image soigneusement construite s'effritait en temps réel, diffusée à des milliers de personnes qui la prenaient pour la sœur, la fille et la future mère parfaite. La carte de bingo de Patricia était complètement remplie. Madison avait coché toutes les excuses prévues, plus quelques-unes auxquelles nous n'avions pas pensé. Elle a blâmé les hormones, a prétendu que j'avais monté tout le monde contre elle, a dit que la famille avait toujours été jalouse de son succès, a même suggéré que tout cela était une farce élaborée pour un contenu. Chaque excuse a empiré les choses, creusant son trou plus profondément. La fille de Patricia a brandi la carte complétée et a crié « Bingo », ce qui a brisé la tension restante alors que les gens se sont mis à rire. L'oncle Tony a révélé qu'il se méfiait depuis des mois. Il avait engagé un détective privé après avoir remarqué des incohérences dans les histoires de Madison. Le détective avait documenté 16 cas où Madison mentait sur mes allées et venues ou ma disponibilité. Il avait des photos d'elle à ma boîte aux lettres, des enregistrements de ses appels à mon lieu de travail, et même des preuves qu'elle avait tenté d'accéder illégalement à mes dossiers médicaux. Il avait attendu que je me manifeste, ne voulant pas s'ingérer si je n'étais pas prête. Les implications légales ont commencé à frapper Madison d'un coup. Le vol de courrier était une infraction fédérale. La fraude concernant les bijoux était criminelle. Les recettes et contrats volés constituaient une ingérence commerciale. Quelqu'un a mentionné que ces actions concernant Isabella pourraient être considérées comme une entrave à la relation grand-parent-enfant, puisqu'elle avait empêché un grand-père de savoir que sa petite-fille existait. Le visage de Madison est passé du rouge au blanc en réalisant que ce n'était plus seulement un drame familial. Derek a demandé la bague de sa mère. Elle l'avait donnée à Madison pour leur fiançailles, mais maintenant il la voulait en retour. Madison a essayé de dire qu'elle était en nettoyage, mais Rosa avait déjà trouvé l'annonce en ligne où elle avait été vendue 2 mois auparavant. La mère de Derek, qui était restée silencieuse jusqu'alors, s'est levée et a annoncé que leur contrat de mariage avait une clause de fraude. Madison l'avait signée, se croyant beaucoup plus intelligente que tout le monde. Maintenant, cela allait tout lui coûter. Papa a annoncé qu'il changeait son testament immédiatement. Pas par colère, a-t-il dit, mais par lucidité. Il avait été aveugle à la nature de Madison, avait encouragé son comportement et n'avait pas réussi à me protéger d'elle. Les actions de l'entreprise familiale qu'il prévoyait de lui laisser iraient à Isabella, dans une fiducie que je gérerais. La maison que Madison pensait hériter serait vendue, les profits étant répartis équitablement entre tous les petits-enfants. Madison obtiendrait exactement ce avec quoi elle avait essayé de me laisser, rien. La dernière tentative de manipulation de Madison m'était destinée. Elle s'est approchée lentement, les larmes réussissant enfin à couler malgré le botox, et a dit « Nous étions sœurs, le sang signifiait quelque chose, je ne pouvais pas vraiment vouloir la détruire comme ça. » Elle a même utilisé la phrase « Après tout ce que j'ai fait pour toi », ce qui a provoqué un tel tollé dans la foule qu'elle a reculé. Je lui ai dit qu'elle avait raison. Après tout ce qu'elle avait fait, c'était exactement ce qu'elle méritait. 5 mois se sont écoulés depuis que la fête de bébé de Madison est devenue sa démystification publique. Isabella vient de célébrer son premier anniversaire avec une fête à laquelle tous les membres de la famille étaient présents, y compris certains que nous n'avions pas vus depuis des années, venus spécifiquement pour s'excuser d'avoir cru aux mensonges de Madison.
Papa est arrivé 3 heures plus tôt pour aider à installer, portant un t-shirt disant « La fille a son pop-pop » avec la photo d'Isabella dessus. Il en avait commandé pour toute la famille. Madison a accouché de son fils 2 semaines après la fête désastreuse. Un accouchement prématuré dû au stress, bien qu'elle et le bébé aillent bien. Derek a demandé le divorce le lendemain de la naissance, ayant découvert grâce à l'enquête que Madison avait ouvert des cartes de crédit à son nom et accumulé 60 000 $ de dettes. Il a obtenu la garde exclusive, Madison ayant un droit de visite supervisé. Il dit que son fils ne grandira pas en pensant que mentir est acceptable. La récupération des bijoux a été remarquable. Une fois que la nouvelle s'est répandue dans la communauté des bijoutiers vintage sur ce que Madison avait fait, les marchands qui avaient acheté des pièces ont contacté pour les retourner, la plupart nous les ont revendues au prix qu'ils avaient payé à Madison, acceptant la perte plutôt que de profiter du vol. La collection complète de Grand-mère Rose se trouve maintenant dans un coffre-fort, attendant qu'Isabella et ses futurs cousins soient assez grands pour les apprécier. Le blog de Madison a implosé de manière spectaculaire. Les vidéos de désastres culinaires sont devenues virales sous forme de compilation intitulée « Comment ne pas cuisiner les recettes de votre grand-mère ». La chaîne Food Network m'a contacté pour faire une émission sur les recettes familiales authentiques et leurs histoires. J'ai dit oui, et le premier épisode sera dédié à Grand-mère Rose. Madison a tenté de porter plainte pour diffamation, mais la vérité est une défense absolue. Et nous avions tout documenté. L'entreprise de traiteur est florissante sous ma direction. J'ai gardé mon travail de jour mais je gère l'entreprise les soirs et les week-ends avec l'aide de Carlos. Nous avons embauché 2 des anciennes employées de grand-mère qui sont sorties de leur retraite juste pour contrarier Madison. Notre plat signature est maintenant la tarte aux pommes honnêtes, avec le slogan « Des recettes familiales authentiques ». Madison voit constamment notre camionnette en ville, un rappel ambulant de ce qu'elle a perdu. Papa et Isabella sont inséparables. Il vient la chercher tous les mardis et jeudis pour des aventures, ce qui signifie généralement le parc ou la bibliothèque, mais pour lui, c'est comme si c'était Disney World. Il documente tout, rattrapant le temps perdu avec des photos et des vidéos. Il a même créé un compte Instagram privé juste pour que la famille suive la croissance d'Isabella. Madison n'est pas invitée à le suivre. La dynamique familiale a complètement changé. Patricia et moi sommes devenus des amis proches, liés par notre traumatisme commun lié à Madison. L'oncle Tony s'est excusé publiquement à Thanksgiving de ne pas avoir vu clair dans les mensonges plus tôt. Même tante Hélène, qui avait toujours favorisé Madison, a admis qu'elle avait été volontairement aveugle aux signaux d'alarme évidents. Les réunions de famille qui tournaient autrefois autour de Madison se déroulent maintenant chez moi, avec Isabella comme mascotte non officielle. Madison elle-même vit dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Elle travaille dans une agence de marketing qui n'a pas fait de recherche sur Google à son sujet avant de l'embaucher, mais qui l'a certainement fait après. Elle a gardé son poste mais a perdu le respect. Ses réseaux sociaux sont des villes fantômes de sa gloire passée. Les blogueuses de maman l'ont mise sur liste noire. Les conseils d'administration des œuvres de charité lui ont demandé de démissionner. Le country club a révoqué son adhésion après que le vol de courrier soit devenu public. Derek amène leur fils pour qu'Isabella rencontre son cousin. C'est un bébé adorable qui ne ressemble en rien à Madison, ayant heureusement hérité des yeux gentils et du sourire sincère de Derek. Derek et Carlos sont devenus amis, se liant autour de leur expérience partagée de la manipulation de Madison. Ils emmènent les enfants au parc ensemble tout en discutant de la manière de s'assurer que les cousins grandissent proches. Malgré tout, les conséquences légales ont été principalement civiles, et non pénales. Bien que la menace demeure, Madison a dû payer des dédommagements pour les bijoux, rendre l'argent des recettes volées et me dédommager pour les contrats de traiteurs perdus. Cela a anéanti ses économies, les revenus de son blog et le compte secret dont elle pensait que personne ne connaissait l'existence. Elle n'arrêtait pas de demander comment nous avions découvert celui-là. Nous ne lui avons pas dit que Madame Patterson l'avait vu au distributeur de cette banque et l'avait mentionné nonchalamment. La relation de papa avec moi s'est complètement transformée. Il a admis en thérapie qu'il avait favorisé Madison parce qu'elle semblait avoir plus besoin de lui. Alors que j'étais toujours indépendante, il n'avait pas réalisé que cette indépendance était un mécanisme de survie,
pas un choix. Maintenant, il m'envoie un SMS tous les matins, vient dîner 2 fois par semaine et raconte à qui veut l'entendre l'histoire de sa brillante fille et de sa parfaite petite fille. Cela n'a pris que 32 ans, mais j'ai enfin le père que j'ai toujours voulu. Le moment le plus satisfaisant est arrivé la semaine dernière à l'épicerie. Madison était là avec son fils, et Isabella a crié « Pop pop » en voyant un homme qui ressemblait à papa. Le visage de Madison s'est décomposé en réalisant qu'Isabella parle constamment de son grand-père, qu'il fait partie intégrante de sa vie, que le lien que Madison a essayé d'empêcher est maintenant indestructible. Elle a laissé son chariot et est sortie. Le caissier m'a demandé si je la connaissais. J'ai répondu, oui, c'était quelqu'un que je connaissais. La famille élargie parle encore de la fête. C'est devenu une légende, racontée et répétée à chaque réunion. La fille de Patricia a écrit sa dissertation pour l'université à ce sujet, intitulée « Le jour où ma famille a appris les conséquences ». Elle a été acceptée dans toutes les écoles où elle a postulé. La carte de bingo a été encadrée et est accrochée dans la cuisine de Patricia. Les vidéos de cuisine ratées de Madison sont diffusées lors des réunions de famille quand nous avons besoin de rire. Isabella commence à marcher maintenant, titubant entre les meubles avec une détermination qui me rappelle la mienne. Elle dit 6 mots clairement, maman, papa, pop pop, chien, non, et bizarrement, jus. Elle est la lumière de tant de vie. Cette petite fille qui a failli ne pas exister dans le monde de sa famille. Chaque étape qu'elle franchit est célébrée par des dizaines de personnes qui ont failli tout manquer à cause de la jalousie d'une seule personne.